Bien, nous sommes avec Frédéric Bizard en cette fin d'après-midi. Frédéric Bizard, qui est professeur d'économie à l'ESCP et président fondateur de l'Institut Santé. Économiste de la santé, Frédéric, vous allez nous parler donc de l'avenir des centres de soins non programmés. Bien, merci de m'avoir invité aujourd'hui, le docteur Poutou, avec qui j'étais en contact. Donc moi, je suis en effet Frédéric Bizard, je suis macroéconomiste. Ce qui m'intéresse, c'est de jouer un peu avec les modèles, que ce soit de la retraite, assurance chômage ou de santé. Mais j'ai beaucoup axé ma recherche ces dernières années sur la refonte du système de santé français, notamment en créant l'Institut Santé qui est dédié à ça. Donc moi, je ne suis pas du tout expert des centres de soins non programmés, mais je pense que si on me fait venir, c'est pas pour jouer ce rôle d'expert. Je connais assez bien le système de santé tel qu'il est aujourd'hui, mais surtout tel qu'il doit être demain. Et vous verrez que ce sujet-là est un sujet majeur, évidemment. Alors, juste avant de démarrer, parce qu'il y a quelques mots-clés, mais je suis arrivé il y a 1 heure, hein, donc ça a été pensé, mais qui sont importants, c'est-à-dire de quoi parle-t-on? Pour vous, vous êtes médecin, vous dites, on parle d'urgence, non vitale, urgence, bon. En fait, on parle de plusieurs choses. On parle de territorialisation. Il faut organiser, là on est dans les soins à une échelle d'un territoire. Bon, mais vous allez voir, il y a autant de territoires que d'acteurs. Donc, ils n'existent pas, les territoires. Quand j'entends tout à l'heure dire « Ouais, moi, on est plutôt en ville, on aime bien l'hôpital, mais faut pas qu'il y ait trop d'interactions. Enfin, faut qu'il y ait des interactions, mais un peu quand on veut. » Non, ça, c'est le XXe siècle. Si on pense qu'il y a encore un cloisonnement qui doit durer, il y a des choses sur lesquelles il y a un vrai débat qui existe, mais il y a des choses sur lesquelles il faut passer un petit peu de l'autre côté de la barrière. On ne peut pas débattre en se disant est-ce qu'il faut qu'on reste cloisonné, hôpital, enfin, on peut débattre de tout évidemment, hôpital, ville, non. Donc c'est à l'échelle du territoire. Donc il y a une question de la territorialisation. Il y a une deuxième question qui est la notion de service public. Pourquoi est-ce que, en effet, les soins d'urgence de ville sont un élément absolument clé? C'est que si l'exercice libéral ne remplit pas les mêmes obligations de service public que le salariat, il sera marginalisé. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je pense que cette prise en main que vous faites de ce service public absolument essentiel, puisqu'on parle d'urgence, est, je pense, une des clés de renforcer la place du libéral, même si on peut se poser la question, vous défendez le libéral, je l'ai pas mal moi défendu dans un milieu universitaire très gauchiste qui pensait que c'était le privé le problème, hein, ou dans certains, dans le service public. On a au sein de l'Institut Santé, on va de la CGT, fonction publique, jusqu'aux plus libéraux. On a un petit peu l'habitude de manier les... Donc ça, c'est la notion de service public, elle est clé. Le service public, c'est une notion française, hein, avec les lois de Roland. C'est une notion bien spécifique. Donc quand vous parlez soins non programmés, parlez service public. Vous verrez, l'écho, il est, auprès des politiques, il est beaucoup plus important. La troisième chose, c'est il faut partir des besoins du patient. Je suis toujours étonné. Pourtant, vous en voyez plus que moi, des patients. Vous en voyez tous les jours. Mais je vous assure que quand on vous écoute, vous ne réfléchissez qu'à partir de votre position. Mais c'est normal, puisque le système, il a été pensé comme un système de gestion de l'offre. Mais le futur système, il bascule en partant des besoins. Pourquoi? Parce qu'on passe d'un système de soins à un système de santé publique, de santé globale. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Donc voilà, et là, vous allez voir que tout d'un coup, vos CPTS, vos GHT, vos machins, vous allez pouvoir mettre ça gentiment de côté. Il n'y a pas un Français, ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile, hein, c'est pas un truc, mais on va voir pour aller plus loin. Il n'y a pas un Français qui connaisse CPTS, sa CPTS, sa GHT, enfin j'espère que vous en avez conscience. C'est ennuyeux d'organiser le système sans que le patient, l'usager, puisse comprendre comment on l'organise. On est d'accord là-dessus? Pourtant, c'est ce qu'on fait. Ça, c'est des questions de raisonnement. Hein. C'est pas très compliqué, mais voilà. Donc ça, on a un peu appris à... Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de répondre à 3 questions. Pourquoi développer? Je me suis lancé. Hein. S'il y a des bêtises sur les centres, moi, je ne suis pas du tout expert comme vous du centre. Donc... Mais c'est pas grave. J'ai l'habitude
je le dis toujours, il faut mettre sur la table un certain nombre de choses, il faut utiliser son cerveau sans frein. Après, on resserre un peu. Mais si on commence à démarrer et resserrer, je suis à l'hôpital, je suis la ville, et tout machin, on va pas loin. Donc, on ouvre assez grand. Pourquoi développer ces centres? Comment les développer? Comment les financer? Alors, 3 choses. D'abord, c'est ce que vous faites, c'est le sens de l'histoire. Je vais vous dire en 2 mots pourquoi, mais personne ne peut vous dire ce que tu fais, c'est bien, mais demain, je vois pas très bien comment ça. C'est vraiment le sens de l'histoire. 2, quand on regarde la saturation des urgences hospitalières, on en dira un mot. On est dans une crise dont on ne sortira pas par l'hôpital. Je crois qu'on l'a démontré depuis 15 ans, tout ce qu'on a fait. On a fait on fait tout ce qu'on a pu faire. Hein. Il y a eu plein de choses plus ou moins brillantes, mais il y a eu plein de choses de faites. Et puis, on a quand même une crise de la médecine générale. Je ne sais pas si Bruno Frappé est là, mais il va falloir quand même regarder un petit peu de près. Donc, se dire c'est la médecine générale qui va s'occuper de ça, pourquoi pas? Moi, je suis pas à moi de le dire, mais c'est juste utopique. Donc, il va bien falloir que quelqu'un le fasse. Alors, en 2 mots, il y a une triple transition qui est là. Oh, je suis désolé, je bouge, ce qui est toujours infernal pour le mec de la caméra, parce qu'il me dit il est où? Mais désolé, je suis comme ça. Vous me dites si jamais c'est trop gênant. La transition démographique, il y a 3 transitions. Une transition démographique, une transition épidémiologique et une transition technologique. Vous allez voir le lien après. Bon, je passe vite sur la transition démographique, mais on a un vieillissement qui est historique de 2020 à 2050. C'est pas le vieillissement qu'on connaît depuis des trucs. C'est un truc qu'on ne connaîtra probablement jamais si vous regardez les plus de 75 ans. On passe de 6 millions à 12 millions en 30 ans, on double. Donc c'est quelque chose de peu de darwinien. Tu t'adaptes ou tu disparais. Si on ne s'adapte pas à ce vieillissement, si on ne transforme pas un vieillissement en mauvaise santé en vieillissement en bonne santé, le système implose, ce qu'il est en train de faire. Deuxième, c'est la transition épidémiologique. Ça, c'est... Vous savez qu'un système de santé, c'est un système de gestion de risque. Le risque étant la maladie. Okay, comme la retraite, c'est le risque de paupérisation quand on ne peut plus travailler. Comme le chômage, c'est le risque de ne plus trouver d'emploi. Eh bien, ce risque, il se transforme. On passe d'un risque court à un risque long, puisqu'on passe de pathologie aiguë, qu'on traitait à l'hôpital, d'où la place centrale de l'hôpital au XXe siècle, à un risque chronique qu'on traite en ville. Donc vous êtes passé, si je remonte à 1980, il y avait 3 millions de personnes qui souffraient d'une ou plusieurs affections de longue durée. Aujourd'hui, on est à 13 millions. Ces 13 millions de personnes, elles sont debout pour la plupart. Mais elles sont fragilisées par leur pathologie. Et donc, elles sont sujettes à avoir des problèmes qui nécessitent une intervention urgente. Et c'est ça, votre cœur de cible, au-delà des accidents. Et c'est pour ça qu'il faut basculer, mais qu'on aurait dû faire il y a bien longtemps, si on avait juste un peu eu ce raisonnement, se dire, mais il faut que ces services d'urgence basculent en ville. D'accord? À cause de ça. Les gens étaient allongés dans un lit au XXe siècle, ils sont maintenant largement debout. Ça, c'est difficile à contrevenir, vous voyez. Bon, le problème que ça pose, c'est que vous avez 13 millions de Français qui consomment les 2/3 des dépenses publiques de santé. Donc vous avez, ce qui fait 18% de la population, donc vous avez 82% pour qui il ne reste plus qu'un tiers des dépenses publiques. Donc il faut adapter le système de financement, ce qu'on n'a toujours pas fait, donc forcément le truc ne va pas bien. Ce qui nous aide à gérer tout ça, c'est la transition technologique, y compris pour basculer vers le virage ambulatoire. Pas vous que je vais l'apprendre, mais il faut juste dans le raisonnement. Alors c'est sûr que quand on est là où on en est dans le digital, par exemple, bon, ça n'aide pas. Mais en tout cas, c'est le digital, c'est une intelligence artificielle utilisée à bon escient, c'est la biotech, c'est les nanotechnologies, c'est toute la génomique. C'est tout ça qui va nous aider de basculer dans le nouveau système. Mais ce ne sont que des outils. L'outil, il ne transforme rien. Ce qu'on appelle le paradoxe de Solow. On me dit, avec le digital, on va décloisonner, monsieur Bizarre, le truc. Non, mais on ne décloisonne rien avec le digital. Les seules choses qui décloisonnent, c'est l'humain. Donc tant qu'on aura muré l'hôpital et pas ouvert l'hôpital à la ville, pour ça, quand j'entends tout à l'heure, avec tout le respect que j'aime beaucoup
Je sais plus comment elle s'appelle. Bref. J'ai vu. Non, on peut pas se dire, moi, j'ai mon monde, et puis à côté, on veut bien un peu discuter, mais non, enfin, c'est pas le truc. Bon, on peut pas, sinon, on va rester avec un modèle qui va décliner. Alors, bon, donc ça, vous connaissez, c'est l'évolution de la truc. Ça, première chose. Donc, ce que vous faites est le sens de l'histoire, et qu'on aurait dû le commencer il y a 15 ans. Il y a 15 ans qu'on aurait dû structurer la gestion des urgences en ville. C'est une aberration de ne pas l'avoir fait. Et c'est pour ça que si on ne le fait pas, comme l'exercice libéral est largement majoritaire en ville, cet exercice libéral, il est attaqué. Et il n'est pas défendable s'il ne remplit pas ce type de fonction. Donc quand j'entends là, ouais, nous on veut bien faire de la permanence des soins, mais quand même, c'est pas la question de la rendre obligatoire. C'est la question que c'est votre responsabilité. On n'a pas le temps de voir le prochain modèle. Mais le prochain modèle, il doit être décentralisé et il doit responsabiliser les acteurs. Ça veut dire qu'on laisse les acteurs avec de l'autonomie. C'est à vous de la gérer. C'est pas aux ARS. Tant qu'on aura les ARS, on aura un problème. Mais c'est pas aux ARS de s'occuper de ça. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est des choses assez simples qu'il faut faire. Et en effet, l'ultra-bureaucratisation et la gouvernance techno tuent l'hôpital public, mais comme elle empêche les innovations en ville. On ne peut pas demander à un techno d'organiser des soins urgents, et c'est pourtant ce qu'on leur demande. Parce que quand vous leur donnez des idées, ils vous renvoient un formulaire CERFA ou autre pour remplir les choses et pour qu'ils évaluent ce que vous voulez faire. Non, mais ça ne peut pas marcher, bien sûr. Donc il faut changer la gouvernance. Et pas une petite réforme, ça. Mais c'est pas très compliqué. Bon, ce qu'on voit là, l'évolution des urgences, vous voyez qu'on aurait dû quand même un petit peu se dire, on a un problème parce qu'on a des gens qui sont plutôt debout, qui ont des problèmes de santé, qui sont plutôt debout, et on a une explosion qui devrait donc être en ville, et qu'on a une explosion des urgences hospitalières. Et ce qu'on a fait, l'état d'esprit, mais il y a une dizaine de rapports depuis 2010 qui ont à peu près tous dit la même chose, c'est dire il faut implanter la proportionnalité. Plus j'ai de gens aux urgences, plus j'augmente les moyens aux urgences. Ça a été la stratégie. Bon. C'est-à-dire que je considère que c'est un phénomène normal qu'il faut que je gère. En fait, la question, c'est que ce n'était pas un phénomène normal, ou tout du moins, c'est un phénomène qui génère ce qu'on appelle en économie de l'inefficience. Ce n'est pas un bon usage des ressources. Quand vous avez plus de 50% des 21 millions des gens qui vont aux urgences, qui n'ont rien à faire aux urgences hospitalières. Une urgence hospitalière, ça coûte 250 €, mais ça coûte simplement 80 € de prise en charge médicale. Le reste, c'est des coûts de structure qui ne sont pas des bonnes dépenses. Ni pour l'hôpital, ni pour... On me dit, ah ouais, mais ça rapporte... Mais on s'en fout, c'est pas comme... on ne peut pas raisonner comme ça. L'hôpital fait partie du système de santé. À partir du moment où vous avez des dépenses inefficientes, qu'elles soient à l'hôpital ou en ville, ça affaiblit tout le système, puisque ça fait moins de dépenses là où elles devraient être supérieures. C'est pour ça que vous êtes bien placé pour savoir que ce n'est pas avec la valeur des actes actuels qu'on va créer de l'attractivité. Donc, mais tout est lié. Bon, alors on a fait plein de trucs. J'ai vu quand même les dernières études. Il y a eu l'adresse qui a objectivé, qui a fait un truc pas mal, qui a objectivé sur tous les centres d'urgence pour voir mais combien ferment, combien... Bon, SAMU Urgence de France, 163 services ont fermé le soir, la nuit, le week-end. Le mur de la honte du CHU de Brest, sur juillet, parmi les plus de 75 ans, il y en avait 130 qui ont passé plus de 12 heures sur un brancard, 40 plus de 20 heures. Et environ 50% des urgences sont gérables en médecine de ville, selon les études, soit il y a à peu près 10 millions de patients. Vous avez que 20% des patients qui sont hospitalisés. Okay, bon, donc, voilà. Il y a eu tout un tas de mesures, je n'ai pas le temps de les faire, mais on a fait plein de choses. On ne peut pas dire qu'on a... Mais on a à peu près tenté tout ce qu'on pouvait faire, mais on n'a pas juste utilisé les bons leviers. Et en fait, pourquoi on n'y arrive pas et pourquoi vous avez des difficultés ? Parce qu'il faut faire la réforme structurelle sur laquelle j'essaye, avec d'autres, de travailler. Je vais vous en dire un mot. Alors, l'érosion du libéral en médecine générale, ça c'était quoi ? C'est le CNOM. C'est 2010, il y en avait 59%. 2023, 57%. C'est pas l'effondrement, mais il y a eu, depuis 2010, je crois qu'on a perdu 7 ou 8 000 quand même médecins libéraux, en valeur absolue.
Donc c'est-à-dire qu'en densité, avec une population qui augmente de 0,5%, ça tape quand même pas mal. Okay, ça, c'est l'évolution de la densité, justement. Vous avez en rouge ou en rose quand c'est négatif et en vert plus ou moins clair quand c'est positif. Bon, je vous laisse apprécier la raréfaction de la médecine générale. Donc quand on voit ça, ce qu'on dit, c'est que ça ne peut pas être les médecins généralistes qui gèrent cette activité-là. Ça ne veut pas dire que... Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas médecin généraliste pour... J'ai bien compris que dans ce que vous faites, il faut une activité de médecin généraliste. Mais quand je dis du médecin généraliste, c'est le médecin généraliste, le médecin traitant qui gère le truc. Ça, on ne peut pas le confier à ça. Alors, deuxième chose, comment développer ces centres? Ce qu'on a proposé à l'échelle macro, nationale, c'est la mise en place d'un service public territorial de santé. C'est-à-dire qu'il faut définir des territoires communs. C'est pour ça qu'on va dans le bon sens, hein, avec ces PTS et tout ça. Je rigolais sur le truc, mais c'est dans le bon. Il faut territorialiser. Mais un territoire commun pour l'usager. Il faut que vous soyez dans une EHPAD, médecin dans un EHPAD, médecin à l'hôpital public, à l'hôpital privé, peu importe. Vous êtes professionnel de santé avec des droits et devoirs qui sont communs, qui sont définis, que vous connaissez par cœur, avec des fonctions spécifiques, évidemment. Tout le monde ne fait pas la même chose. Okay, alors, ces territoires, c'est un vrai enjeu. Hein. Bon, on travaille un peu là-dessus. C'est 200 000 personnes, à peu près 300 territoires de santé. Donc, on fusionne là tout ce qui existe. Hein, un seul territoire. Mais le territoire, il est connu de l'usager. Il sait que dans ce territoire, c'est quoi un territoire? C'est une unité géographique dans laquelle l'usager, parce que c'est lui qui nous intéresse, peut trouver l'ensemble des produits et services essentiels à sa santé. Okay, donc, chaque professionnel de santé, vous tous, vous êtes opérateurs, effecteurs, garants de missions de santé publique qui va du social au médico-social en passant par le sanitaire. Évidemment, chacun avec son savoir-faire et sa fonction. Okay, alors, ça, là, vous décloisonnez le système. Parce que vous ouvrez les murs de l'hôpital, par exemple. Vous êtes à l'hôpital, proposez des contrats d'obligation de service. Quand vous tirez le fil, vous réorganisez tous les secteurs. Par exemple, à l'hôpital, celui qui veut faire 3 jours à l'hôpital, 2 jours dans son territoire à une autre activité doit pouvoir le faire. Okay, on sort les murs. Et là vous décloisonnez vraiment. De la même façon que le médecin généraliste qui veut faire 4 jours dans un centre, dans un cabinet médical libéral, dans un centre de santé où il veut, et une journée en mission au domicile ou une mission de santé publique en général, il doit pouvoir le faire. Et bon, donc ça... Donc on va du service public. Vous savez que le seul service public qui est reconnu dans les textes, c'est le service public hospitalier, service public hospitalier délivré uniquement par le secteur public. Les établissements privés se plaignent d'être toujours taclés et méprisés, mais tant qu'ils n'auront pas affirmé haut et fort qu'ils font un service public, ils seront pas très populaires et plutôt désavantagés sur un plan économique. Et donc c'est pour ça que vous, ce que vous faites, c'est de rétablir en fait cette notion de service public pour l'exercice libéral. Et encore une fois, un service public qui est absolument nécessaire et stratégique. Alors vous voyez ça, j'ai pris ça sur le truc du ministère, ça c'est l'organisation actuelle. Pas moi qui l'ai fait, hein. Non mais il faut se rendre compte quand même de la truc, hein. Bon. Alors quand vous avez plus qu'un seul territoire, ben, ça devient ça, quoi. OK ? On ne va pas rentrer dans le détail, mais je veux dire, quand on complexifie quelque chose, c'est qu'en général, on ne va pas dans la bonne direction. C'est pas simple de simplifier souvent, mais c'est évidemment le bon chemin. Mission identifiée. Alors juste un point, je mets comme ça des idées. Hein. Encore une fois, je prétends surtout pas avoir réfléchi pleinement sur les centres de sport, mais voilà, moi je travaille comme ça. Il y a juste un truc, j'entends beaucoup le mot centre de soins non programmés. On s'en fout du nom. C'est pas le problème. Le problème que vous avez, c'est que la mission n'est pas reconnue. Qu'on parle de maison médicale de garde, on verra après comment on les appelle. Le problème, c'est que vous voulez faire, j'ai le sentiment, hein, mais je vous dis, vous voulez faire valider en fait un outil
alors que la mission n'est pas validée. C'est la mission qu'il faut faire valider. Après, on voit comment on l'organise, avec qui le fait, qui le truc. Mais et cette mission, on ne peut pas ne pas la valider. Elle est absolument déterminante. D'accord ? Donc, on verra si c'est un centre de soins. Je vous donne encore une fois un avis, hein, ne le prenez pas mal. Mais on a un truc qui est une évidence qui n'a pas l'air de l'être à ceux qui pilotent le truc. Il y a un problème. Donc, c'est que dans ces cas-là, c'est soit on s'exprime mal, soit finalement on appuie sur le mauvais bouton. Quelquefois les deux. Alors, donc c'est la mission qu'il faut identifier. Et cette mission, elle est cruciale, elle est indiscutable, elle est... Après, quel intervenant et autres, bon, je n'ai pas le temps, parce que je sais que je suis pris par le cours, mais... Alors, modèle économique. Bon, d'abord, tant qu'on aura deux financeurs, un financeur public et un financeur privé, qui financeront la même chose, tout ça sera une gabegie absolument colossale. Le financeur, c'est celui qui gère le risque. Si on prend si c'est un système assurantiel, c'est qu'il y a un risque sur lequel on doit avoir un intermédiaire qui est l'assureur, qui est le gestionnaire de risque. Quand vous avez deux assureurs qui n'ont rien à voir, qui font la même chose, personne ne gère ce risque. Okay ? Et ça coûte un pognon de dingue. 16 milliards de frais de gestion. Parce que quand vous allez à la pharmacie et que vous êtes content parce que vous n'avez pas à sortir votre carte bleue, il faut savoir que ça vous coûte extrêmement cher par votre mutuelle et pour l'assurance maladie qui doit gérer des flux en permanence, des centaines de millions de flux. Donc il faut différencier le rôle des deux. C'est pas être contre. Ceux qui me connaissent savent que je suis très populaire auprès des mutuelles parce que comme elles sont sur des rentes et que je dis que ce système est absurde, forcément on n'est pas très populaire auprès de certains lobbies, mais c'est pas grave. Mais c'est une aberration économique. Donc il faut avoir le courage de changer cette réforme-là, de passer... Ça veut plus. Voilà. De passer à un seul acteur. Donc là, vous avez la Sécu, 80%, avec l'État qui fait 1%, assurance privée, ménage. Vous passez à un seul acteur. Okay ? Et là, vous remettez la notion de ticket modérateur. Ce tiers payant généralisé est une connerie sans nous. Il faut faire le tiers payant quand il y a 100%. C'est-à-dire les affections de longue durée, les femmes enceintes, les gens qui n'ont pas de revenus. Bien sûr. Mais le reste, ce ticket modérateur, il est central dans le modèle français, qui en effet est un modèle de liberté. Qui est un modèle, on est le seul pays au monde à s'occuper de la liberté des usagers. Vous êtes en Angleterre, vous êtes dans les mains du NHS, vous n'avez rien à dire. On vous impose votre GP, on vous impose votre parcours de soins. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes dans les mains de votre assureur privé, vous n'avez rien à dire. Sauf si vous avez de l'argent. Là, vous coupez le système. Mais nous, c'est pas ça ce qu'on a mis. On veut que tout le monde soit libre et dans un modèle universel. On veut que tout le monde soit dans le même modèle. Parce qu'on a cette culture-là. C'est pas plus mal, finalement. Entre parenthèses, le projet de loi de financement de sécurité sociale 2025 est l'expression de l'usure du modèle. Ça cogne de façon éhontée. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais là, c'est même pas être pas d'accord. C'est juste absurde. Mais parce qu'on est tout au bout du truc. Et quand on ne repense pas le système, on peut faire que du rabotage. Et ce rabotage, il est désastreux. Pas que pour vous, mais notamment pour vous. Bon, cette petite réforme de je décide ce que fait l'assureur public, je décide ce que fait l'assureur privé, ça rapporte une vingtaine de milliards au total. Si on veut de l'argent, on peut en trouver là. Alors, pas que à l'assurance maladie, pas que à l'État, mais au total. Bon, pas le temps de rentrer dans le détail, mais vous voyez que ça, c'est... pourtant, on se dit, on a un peu besoin là d'argent, mais même ça, parce que... Alors, pourquoi on le fait? Enfin, je n'ai pas le temps de répondre, mais la question, c'est... On peut réfléchir pourquoi on ne le fait pas. Alors, les dépenses publiques des urgences, donc je vous ai dit, c'est la proportionnalité. Donc, on augmente toujours les moyens en laissant venir les gens. Bon, il y a eu un changement depuis 2-3 ans, notamment le Covid. Il y a eu là un changement. On voit qu'il y a un frein. On a baissé à peu près de 15% d'après les études que j'ai pu voir à l'hôpital. Beaucoup à l'hôpital public. C'est que 75% des urgences sont gérées à l'hôpital public. Donc il y a le privé, mais c'est quand même beaucoup une affaire d'hôpital public. Ça a été voulu par... C'était Madame Touraine à l'époque, qui a dit « Ah, le service public, c'est que pour le secteur public. » Parce que privé, ça sent pas très bon. Et ça, évidemment, c'est très sectaire et c'est indéfendable pour le bien du système. Mais on
peut avoir une approche sectaire. Hein, quelquefois. Bon, là, c'est un coût, je vous ai dit 250 €, 80 €, donc le reste, c'est de l'inefficience. C'est un truc qu'on peut éviter. Alors, on ne peut pas l'éviter quand il faut hospitaliser les gens, mais on peut l'éviter quand il n'y a pas besoin d'hospitalisation. Alors, il y a une petite modélisation à faire pour votre modèle économique. Je ne sais pas comment il fonctionne aujourd'hui, mais je ne sais pas comment vous faites, honnêtement. Je ne sais pas comment vous faites pour avoir à la fois des équipements avec les trucs de cotisation. En tout cas, bravo, parce que ça doit être compliqué. Hein. Mais dans la modélisation, je pense qu'il y a 3 options à prendre. Vous êtes sur une mission de service public. Ça existe dans le cœur du système, puisqu'il y a les hôpitaux qui le font. Ils sont payés comment, les hôpitaux, pour leur mission de service public? Hein? C'est un peu ça, les migacs, les choses là d'un truc. Bon, donc, en gros, c'est qu'on leur dit, tu as une activité, on va pas te payer à T2A, mais on va te donner les moyens de t'équiper. Puis après, tu as ton activité qui te permet de... parce que je rappelle que vous soyez dans le public ou dans le privé, il y a toujours un modèle économique. Hein. Il n'y a que les quelques indécrottables de l'hôpital public qui disent non, mais les économistes, on n'en veut pas dans notre truc. Nous on ne réfléchit pas économiste, on soigne. Nous sommes des soignants. C'est comme ça qu'on a plombé l'hôpital public, hein, puisque c'est les meilleures façons de tuer l'hôpital public. Donc bon, il y a 3 options. Il y a le financement 100% à l'acte avec des majorations de cotation d'actes tenant compte des investissements nécessaires. Alors, ça a un intérêt, c'est que c'est très incitatif à la productivité. Quid du ticket modérateur? Il faut une bonne régulation en amont, parce que l'idée, là, c'est pas de dépoter le truc, c'est quand même d'être sélectif. Bon, modèle risqué dans certains territoires, hein, il faut de la patientèle. Deuxième modèle, financement mixte à l'acte, complété par une dotation de structure forfaitaire. Ça baisse le niveau de risque par rapport... Ça les mêmes caractéristiques que le premier, mais ça baisse le niveau de risque. La troisième, c'est un financement à l'acte complété par une subvention de service public se déclenchant en deçà d'un certain montant de chiffre d'affaires. Donc là, idem option 2, ça permet une meilleure couverture du territoire. Encore une fois, j'ai mis ça sur papier, tout ça mais c'est comme ça qu'on raisonne. Puis on modélise et puis on voit, si on prend l'intérêt de toutes les parties prenantes, on voit quel modèle est le plus efficace. Alors en conclusion, le virage ambulatoire de la prise en charge des urgences médicales, c'est le sens de l'histoire. Enfin, je ne comprends même pas comment ça soit encore une discussion. Encore une fois, comment on le fait? OK. Mais là, en lisant un peu, parce que je suis un peu documenté, je vois qu'on en est... il nous faut un projet de loi pour qu'on reconnaisse la mission. Ben, oui, mais là, c'est vraiment qu'on a du retard, quoi. Et donc, vous avez vu qu'il y avait un vide, donc vous l'avez pris. Mais c'est qu'au-dessus, on l'a mal expliqué. La réforme systémique devrait conduire à un pilotage des soins au niveau d'un territoire unique et commun à tous les professionnels de santé, ce qui vous réglerait beaucoup de problèmes. Hein, à vous, la prise en compte de cette mission de soins non programmés dans les centres situés à un temps d'accès à définir est un des éléments structurants. Quand on définit les territoires, on s'occupe des urgences. C'est très structurant, les urgences, que ce soit les urgences vitales ou les urgences non vitales. Donc l'intégration de cette fonction dans la territorialisation, à mon avis, elle est très importante. L'exercice libéral est probablement le mieux adapté à ce type d'activité pour des raisons de flexibilité et de productivité. Le rôle quand même du paramédical me paraît important. Hein. Encore une fois, j'ai pas... mais ça me paraît quand même une question. Donc, est-ce qu'il est salarié ou pas? Et je pense que c'est pas de l'exclusif libéral. Je sais que vous êtes, pour vous, l'exclusif libéral, mais dans votre réflexion, considérez que tout le monde peut le faire. Nous, on est parti du truc, puisque vous parlez de liberté, c'est la liberté de choix de son mode d'exercice. Si moi, je veux être salarié dans un de vos centres, si je suis médecin, pourquoi j'ai pas le droit? Je veux dire, si je préfère le salariat. Et en vous ouvrant... comme ça, et pas en restant sur des statuts. C'est pas le statut qui compte, c'est la mission. Vous serez beaucoup plus fort. Parce que, voilà, vous avez cette vision-là, mais d'autres ont une autre vision. Et voilà. Une modélisation d'un modèle économique robuste et soutenable est nécessaire. Voilà ce que je veux vous dire. Il n'y a pas plus de temps. Merci. Oui, une question pour Frédéric Bizard. Maëva Delaveau. Merci. Ça arrange pas. Merci pour votre intervention. Ça la laisse sans voix. On est vraiment parti du besoin et du constat qu'il y a des patients qui vont aux urgences alors qu'ils pourraient être pris en charge ailleurs. Ça, on ne reviendra pas dessus. Quand on a commencé un petit peu à se dire qu'est-ce que doit être un centre de soins non programmés, on s'est posé la question justement du modèle. Est-ce que c'est libéral? Il se trouve que pour beaucoup d'entre nous, on est issus de l'hôpital public, donc le libéral, c'est presque
c'est un saut dans le vide quand on arrive. Quelque part, vous en êtes tous issus de l'hôpital public. Voilà. Tout était Oui, non, mais on a tous fait des carrières hospitalières. Donc, on n'est pas du tout très attaché au modèle libéral, en fait. Mais à un moment, quand on crée une structure, forcément, on est bien obligé de se dire comment on se crée, quelle structure on prend et quel modèle économique on suit. Et une des premières remarques qui nous a été faite, la première rencontre au ministère, ils nous ont dit, mais il faut savoir, vous voulez être quoi? Vous voulez être des structures, des cabinets libéraux, ou vous voulez être des établissements de santé? Et on leur a dit, mais on ne veut pas choisir. C'est pas ça. Nous, on veut remplir cette mission. C'est exactement ce discours-là que moi j'ai eu. On leur a dit, nous, on veut prendre en charge les petites urgences qui n'ont pas besoin de plateau technique hospitalier. On veut qu'il y ait des médecins et des infirmiers. On vient vous demander comment est-ce qu'on peut mettre une coquille autour de ça. Et c'était il y a un peu plus de 2 ans. On n'a toujours pas de réponse, mais je vous rejoins. Notre volonté, c'est vraiment de partir du besoin. Et là, actuellement, on en est encore à qu'est-ce qu'on met comme coquille autour de ça. Je vous remercie vraiment pour votre intervention. Merci. Alors, Frédéric, cette interrogation, elle sous-tend quelques... Oui. Non, mais enfin, pour ceux qui me connaissent, j'ai un peu l'habitude de traiter avec les pouvoirs publics et je connais leur mentalité. Donc, mais il ne faut pas désespérer. Je veux dire, c'est par cette approche qu'on y arrive. Ce que je veux juste pour compléter, parce que vous avez tout dit, mais intéressez-vous au macro un peu. Tous les 70 ans, enfin, quand le monde change, il faut réadapter le modèle. C'est un ajustement structurel. Et on n'a pas beaucoup à travailler là-dessus, mais il faut que vous vous intéressiez à c'est quoi le futur modèle. Que vous soyez médecin, un truc, mais en tant que citoyen. Il faut, parce que si les médecins ne s'intéressent pas, c'est pas de question de s'intéresser, évidemment que vous vous intéressez, mais ne sont pas une force de mobilisation très importante à ce changement-là, il se fera, mais il peut se faire trop tard. Le problème, c'est la rapidité du changement. Parce que le monde change tellement vite qu'on va souvent dans la bonne direction, notamment dans les urgences, mais à tout petit pas. Et la stratégie des petits pas dans ce monde qui change à grands pas, évidemment, c'est, encore une fois, je vous ai dit, c'est darwinien, donc le système s'use. Donc, et voilà. Et donc, typiquement, ça, c'est enfin, je vous en ai dit 2 mots, hein, mais regardez, voilà, nous, il y a les travaux de l'Institut Santé, il y a peut-être d'autres travaux, il faut regarder. Mais voilà, et faites-vous votre idée, et vous verrez que tout d'un coup, à partir de la global picture, le problème des soins urgents de ville, ça deviendra beaucoup plus clair, je pense. Frédéric, il y a une question qu'on n'a pas abordée aujourd'hui, encore en tout cas. Aujourd'hui, Maëva a employé cette expression de dire c'est un peu un saut dans le vide quand on quitte l'hôpital. Et c'est vrai qu'on est dans un mode d'exercice libéral parce qu'il permet cette liberté d'entreprendre, mais on n'apprend pas non plus aux médecins à entreprendre. Et aujourd'hui, ils sont pour certains dans une situation où ils se lancent dans une activité économique. Et puis ils se rendent compte, ils disent, il y a certains soins, en fait, certains ne sont pas rentables. On a parlé ce matin, vous n'étiez pas là, mais de la délocalisation de la biologie. Tout le monde dit qu'il y a un intérêt certain à délocaliser la biologie dans ces centres de soins non programmés. Mais vu que la cotation reste la même que s'il était réalisé en labo, c'est pas rentable de réaliser une biologie délocalisée. Oui, alors, évidemment, que les médecins... et une formation, gestion, soit sensibilisés. Mais enfin, je dirais, chacun fait son boulot. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réflexion à l'échelle des pouvoirs publics sur le plan de l'économie de la santé. Enfin, vous connaissez un économiste qui est au ministère et qui a une vision de quelque chose? Ça n'existe pas. Non pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce que ça n'intéresse personne. Donc on a une approche totalement passéiste qui considère que les dépenses de santé sont des dépenses de soins et avec des professionnels de santé. Il n'y a aucun raisonnement de santé publique. Donc, à partir de là, qu'est-ce que vous voulez faire de l'économie? Il n'y a pas de réflexion économique. Donc, évidemment, tant qu'on sera comme ça, et on est au bout de ce modèle-là, puisque vous avez vu comment regarder le budget 2025. C'est quoi? C'est du rabot partout et du déremboursement.
notamment de vous. Vous êtes la porte d'entrée du système, 70 à 60. Je vous encourage juste à vous battre contre ça, parce que c'est le prochain coup, c'est 50, c'est les réseaux de soins. Et monsieur, il ne sera pas dans le même réseau de soins que moi. On n'aura plus le système universel solidaire, auquel vous êtes probablement attaché, en tout cas auquel les Français sont attachés. Donc, on casse le modèle, mais pas pour quelque chose de meilleur. Moi, je suis pas... pas de problème si on veut faire autre... Mais l'alternative est évidemment dramatique. On a l'exemple sous nos yeux. Bon. Donc, oui, il n'y a pas de réflexion économique, mais est-ce que c'est par éduquer les médecins à l'économie qu'on va basculer ça? Non, c'est vraiment dans ce nouveau modèle où il faut, en effet, que la réflexion économique qui part par une réflexion de santé publique. Hein, c'est quoi la meilleure économie en santé? C'est comme dans l'énergie. C'est quand on baisse la demande de soins. D'accord? Mais pour ça, il faut investir. Il faut investir dans ce qu'on appelle le capital humain. Donc il faut, et nous les économistes, on n'a pas été bons là-dessus, c'est qu'il faut faire comme on a fait pour l'éducation, c'est convaincre qu'il faut une politique de renforcement du capital humain, de la petite enfant jusqu'à la mort. Tant qu'on considère que l'individu est un pauvre petit nourrisson qui n'a pas de pouvoir sur sa santé et qu'il faut qu'on s'en occupe une fois qu'il est malade, évidemment le système ne marche pas. Et donc c'est quand même, bon, ça paraît tout ça assez évident, hein, mais c'est un changement de mentalité qu'on n'arrive pas à inculquer dans les politiques publiques. Enfin, il n'y a pas un mot de santé publique dans le budget 2025. D'habitude, on met un peu les préservatifs qu'on rembourse mieux, ou la pilule. Enfin, on fait un petit habillage, quoi. Là, il n'y a même pas. Même pas. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric Bizard. Merci pour votre intervention.